Bonsoir, on est le 18 janvier, il est minuit 8. Me voilà obligé de refaire une nouvelle vidéo puisque celle que j'ai faite était muette. Est-ce un bien, un mal? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je suis obligé de la refaire. Ce qui me fait un peu chier parce que j'ai un hoquet nerveux sans doute, dû à l'estomac, un reflux gastrique. Ce qui est normal avec toutes les infections que j'ai. Bon, ben voilà, on va commencer rapidement. On va essayer de... Oh, excusez-moi, pour ce intempestif. D'aller vite, voilà. Bon, je m'appelle Fernandez, F-E-R-N-N-D-E-S Didier. J'habite donc à Saint-Pierre-du-Semant, en Vendée. Et je fais cette vidéo puisque j'ai reçu ce matin une assignation au tribunal pour le 29 mars prochain pour visiblement me mettre à la porte puisque je ne paye plus mon loyer parce que je ne peux pas depuis quelques mois, puisque normalement, en vue de mon état médical, je l'ai déjà dit, ça commence à devenir agaçant. J'espère que vous entendez pas trop le hoquet que j'ai. Puisque ça fait déjà 60 mois que je me bats. Voilà, 60 mois, 5 ans que je me bats contre la MDPS qui me refuse à cause de docteur Ferronnière que j'ai conduit devant l'ordre des médecins pour faute grave. Mais c'était une faute administrative, donc il n'a pas pu être condamné. Il fait tout pour me nuire, et donc il y arrive très bien. Puisque selon tous les médecins cardiologues que j'ai rencontrés, et pour lesquels j'ai donné à la MDPH et à la CDAPH, même si celle-ci n'est bonne à rien, puisqu'ils n'ont aucun droit de consulter mon dossier médical comme toutes les CDAPH de France, puisqu'il n'y a aucun médecin. Le seul médecin qu'il y a, le seul médecin qu'il y a dans les conseils départementaux et dans les MDPH sont des médecins conseils, excusez-moi encore pour le hockey. Donc ce sont des médecins conseils qui ne peuvent pas aller plus loin, puisque sinon ils se trouvent en contradiction avec leur métier de médecin et qui doivent dire la vérité. Ça, à part le docteur Fernière qui dit tous les mensonges possibles et inimaginables pour faire plaisir à cette direction, l'excuse de première, Monsieur Fernière, vous avez une langue très agile. J'attends qu'il me fasse un procès. J'attends que ce travail-là me fasse un procès. Mais il n'aura jamais les couilles de le faire. Il préfère faire des rédactions de compte rendu avec des faussetés inimaginables. Tous ceux qui ont eu affaire à lui en Vendée le connaissent parfaitement bien. Ferronnière. Donc, je vais parler aussi de M. Sinour, l'un des directeurs et membres de la CDAPH, pour bien préciser qu'il n'est pas médecin, comme les 32 membres qui en font partie. Mais pourtant, ces 32 membres, comme les autres CDAPH de France, ont illégalement le droit de consulter vos dossiers médicaux afin de donner, pour le plus grand plaisir des macroniens et autres politiques, le droit de ne pas donner aux malades ce qu'ils méritent. Non pas ce qu'ils méritent, ce qu'ils ont droit. Moi, pour ma part, je souffre, hormis d'un diabète sous insuline, de fibromyalgie, de gonalgie, les de Bougier, de lumbago, puisque j'ai plusieurs vertèbres qui sont usées. D'ailleurs, lors de la convocation de voir des médecins, j'avais donné mon dossier médical à propos des vertèbres
au docteur Fernière qui a dit devant ses pairs, non, moi ça ne me regarde pas, j'en ai rien à foutre, vous avez qu'à envoyer ça à ma secrétaire, si elle veut regarder, elle regardera, mais moi ça ne me regarde pas. C'est de là qu'ils ont vu à qui ils avaient affaire. Donc, ces personnes-là, membres de la MPS, ils n'ont pas le droit, hein, c'est illégal. Dans tous les pays, ils ont illégal, sauf en France. En France, il y a une particularité. La CDAPS a le droit de consulter vos dossiers médicaux et de dire, même s'ils ne connaissent rien, ils n'ont fait aucune étude médicale, hein, quel pourcentage on peut vous donner d'invalidité. Pour ça, ils vont consulter les membres qui sont là. Il y a les directeurs, un directeur de la CAD, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui, pour la première fois de sa vie, a le droit de consulter un dossier médical, puisque lors de sa profession comme directeur de Caisse primaire d'assurance maladie, il n'a pas le droit. C'est que le médecin qui a le droit. Mais là, pour la première fois, il a le droit. Comme d'autres, les membres d'associations de sourds, d'aveugles. Ne cherchez pas les associations de malades cardiaques, il n'y en a pas. Ne cherchez pas une association de malades pour les maladies pulmonaires, il n'y en a pas. J'ai oublié de dire, je suis sous insuline 15 heures par jour. Il n'y en a pas. Parce que la vue et l'ouïe, c'est plus vital que le cœur et les poumons. On peut vivre sans cœur et sans poumons. C'est comme ça que les CDPS fonctionnent. Hein? Moi, bon, oui, si. Jamais vous verrez les membres d'une association de maladies cardiaques ou de maladies pulmonaires. Sinon, non, on peut pas. Il y a des membres d'associations pour les trisomiques, les gens qui sont paralysés, enfin, il y a des membres de l'éducation nationale, des secrétaires, de droite à gauche, bon, tous n'ont aucun diplôme médical, hein. Aucun n'a fait d'études médicales, hein. Faut pas se leurrer, ils n'en ont jamais fait, voilà. C'est peut-être pour ça qu'on les a choisis, hein. Je dis pas que c'est des abrutis, non. Si, quand même un peu. Parce que lorsqu'on voit les dossiers médicaux comme j'ai, puisque j'ai un angor, entre guillemets, morbide, un angor, c'est une angine de poitrine. Hein. Mais médicalement, on appelle ça un angor. Je fais donc un angor au moindre effort, même en faisant rien du tout. Un angor au froid. Donc, je fais des angors, c'est ça, toute la journée. Ça a été prouvé médicalement par des cardiologues diplômés. Selon le guide barème que je vais vous citer, puisque j'ai un courrier de monsieur Henriette. Si j'arrive à le retrouver, je l'avais tout à l'heure quand j'ai fait la première vidéo. Mais bon, ça m'a mis longtemps pour faire cette vidéo. Et voilà, malheureusement, il n'y avait pas de son. Voilà. Donc, selon le courrier de monsieur Henriette, j'essaie de mettre un peu de lumière, voilà. Donc, voilà ce courrier, hein. Donc, Assemblée nationale, on va essayer, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop là. Voilà, donc, Assemblée nationale. Oh non. Dur, de montrer quelque chose. Voilà, donc, voilà. Monsieur Henriette, député de l'Assemblée nationale. Donc, je vais vous la lire. C'est très instructif. Hein. Ça montre l'intelligence d'un député. Donc, je vais vous la lire. Voilà.
Ça date donc du 6 juin 2018. J'ai bien reçu les documents complémentaires que vous m'avez récemment transmis au sujet de votre situation personnelle et vous en remercie. Comme vous le savez, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, qui n'a aucun médecin, je le rappelle encore une fois, a rejeté le 22 mai 2018 le recours que vous aviez informé à l'encontre de la décision du 19 mai 2018. Cette commission, en vue du barème fixé par le décret numéro 93 1216 du 4 décembre 1993 en application de l'article L 246.6 du Code de l'application sociale et des familles, vous a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80%. Qu'est-ce qu'il le connaît bien, le code? Oh mon Dieu! Est-ce qu'il a lu par contre le guide barème? J'en doute. Ah non, faut quand même pas trop demander, hein. Il est député quand même, c'est un petit jeune, hein. Ah ouais. Il vous appartient désormais, si vous souhaitez, de faire réformer ces décisions de diligenter un recours judiciaire dans les 2 mois de la décision de la commission. Ça fait 60 mois que je le fais. Il m'a vraiment pris pour un débile, celui-là. Bon, donc on va revenir sur l'article Massin-Sauce, là, qui connaît par cœur, hein, il a super bien dit. Hein. Oh là là, elle, si son machin truc, votez mai, Massin, truc bidule chouette. Alors moi, je vais vous lire le guide barème, hein, que vous pouvez trouver naturellement sur Internet. Hein. Vous tapez guide barème, MDPH, et vous allez tomber dessus. Très instructif. Donc, le décret numéro 93 12 16, hein, que j'ai, puisque ça parle de beaucoup de trucs, mais là on va s'intéresser à ce qui m'intéresse moi. Donc c'est en section 1, c'est le chapitre 6, section 1. La déficience de la fonction cardiaque. Il y a plusieurs, seules les affections chroniques et invalidantes de façon durable sont prises en compte pour l'évaluation. Je ne vais pas vous lire tout. Hein. Essentiellement, la gêne fonction. Les critères retenus pour évaluer le taux d'incapacité sont, quelle que soit l'étiologie, des critères cliniques essentiellement la gêne fonctionnelle ou la douleur à l'effort, la dyspnée d'effort ou angor. Ce qui est mon cas reconnu à 1000%. Il y a eu plusieurs comptes rendus médicaux qui l'ont désigné. Les électrocardiographies, etc. Et tout, épreuve d'effort, tout a été donné. Donc, dans ces déficiences-là, il y a 4 niveaux d'incapacité Voilà, 4 niveaux d'incapacité sont définis comme suit, quel que soit le type de pathologie. La déficience légère, la déficience modérée, la déficience importante et la déficience sévère. On va s'intéresser à la déficience sévère, ce qui est mon cas. La déficience sévère de la fonction entraîne un état de dépendance pour la plupart des actes de la vie quotidienne, dyspnée ou angor au moindre effort ou au repos, ce qui est mon cas. J'ai en plus l'angor au froid, ce qui est en plein hiver, je vis actuellement un véritable enfer. Dès que je sors dehors, je suis obligé dans mon garage d'utiliser un sèche-cheveux pour respirer de l'air chaud. C'est pas le fait d'être habillé, hein. C'est l'air froid qu'on va respirer qui fait que ça va rétrécir. C'est le meilleur médicament que j'ai trouvé. D'ailleurs, c'est mieux que le Natispray, produit chimique que j'utilisais avant. Donc, pour revenir encore au moindre effort au repos, taux 80 à 90%. Actuellement, je suis reconnu invalide entre 50 et 75%, ce qui est d'une idiotie. La transplantation, là, il y a un truc sur la transplantation. Transplantation, par exemple, elle va faire un triple pontage, ce qui est mon cas. Compte tenu des contraintes thérapeutiques, taux entre 50 et 75%. Tiens, c'est bizarre. C'est le taux qu'on m'a donné. Entre 50 et 75%. Bon.
J'avais déjà ce taux-là avant d'être opéré du cœur. Et d'avoir eu 16 angines de poitrine, un infarctus, 2 infections nosocomiales. Bon. Mais depuis que j'ai eu ce taux, ce problème cardiaque, il n'y a eu aucune augmentation. Non, non. L'effet d'envoyer régulièrement à M. Sinour les documents médicaux, rien n'a changé. Hein, non, non. M. Ferronnier, lui, il en a strictement rien à foutre. Lui, ce qu'il voit en moi, c'est que je meurs le plus rapidement possible parce que j'ai osé lui tenir tête. Ah, ça, il n'a pas aimé. Hein. Oh là 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 là, il n'a pas aimé. Hein. Donc, depuis quelques mois, malheureusement, nous n'avons plus les moyens, puisque normalement, je devrais avoir droit, comme le dit la loi, je devrais avoir donc le complément de ressources et la prestation de compensation, la PCH, ce qui fait en tout à peu près 300 €. Et ce, depuis 60 mois. 300 € multiplié par 60 mois, vous faites le calcul, 18 000 €. Là, je ne demande pas 18 000 €, puisque je dois 1000 et quelques euros de loyer, parce qu'il a fallu un moment où je ne pouvais plus payer le loyer, puisqu'on ne me donnait pas l'argent nécessaire, parce que la prestation de compensation est là justement pour payer le loyer pour des personnes qui vivent dans leur propre maison, avec les charges, à des évolue et à ce genre de logement, les assurances, les mutuelles, etc. etc. Bon, c'est vrai que je ne paye pas non plus mon électricité, puisque l'électricité, c'est à peu près dans les 160 € par mois, au vu de ma consommation pour le chauffage, puisque j'ai des maladies qui font que la maison doit bien chauffer, sinon je claque. Voilà, bon. Étant sous oxygène 15 heures par jour, je suis pour l'instant protégé, on ne peut pas me couper l'électricité, puisque j'ai besoin d'électricité pour faire fonctionner les appareils respiratoires. J'ai une bouteille d'oxygène qui me sert très souvent lorsque ça va pas du tout, lorsque je suis épuisé, donc voilà. C'est Alizeo qui me fournit les bouteilles d'oxygène et qui me fournit l'appareil. Donc je suis bien à 15 heures par jour, et parce que je fais une désaturation en oxygène. On me parle qu'il me fallait un appareil donc pour l'apnée du sommeil. Or, je fais de l'apnée toute la journée. Je respire très très lentement, ce qui fait que l'appareil à la moitié du temps ne m'enregistre pas respirer. Il pense que je fais de l'apnée, mais je respire très lentement. C'est-à-dire que je vais mettre 2 à 3 fois plus de temps que vous à faire une bouffée. C'est comme ça. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Bon, ben voilà. Donc, j'ai vu la pneumologue il n'y a pas très longtemps. Il y a une semaine, qui m'a dit bon, que c'était pas la peine, quoi. De toute façon, c'est pas adapté aux personnes qui respirent de la bouche. L'humidificateur n'est pas efficace. Bon, on revient au loyer, parce que je passe au tribunal le 25 mars prochain. Donc, je suis convoqué parce que le loyer n'est pas payé depuis quelques mois, déjà depuis octobre-novembre, que j'ai cessé de payer, puisque j'avais une dette, j'avais un découvert avec la banque, le CIC. Et j'ai vu au CIC, donc, on va faire un aparté, on va parler des banques. Hein. Je dis ça pour les gilets jaunes, là, les petits gilets jaunes qui pensent qu'il faut d'abord faire payer les personnes riches. On s'en fout royalement. Hein. Nous, les personnes pauvres, malades, que les personnes riches, ils payent leurs impôts, ça ne va rien nous apporter. Hein. Je vais en revenir, hein, parce que j'ai une gueulante envers eux, envers ce pauvre mec. Ouais, je suis désolé. J'aurais pu faire les gilets jaunes. Je serais mort immédiatement, hein, avec les maladies que je me trimballe, surtout le cœur, le froid. Non. Au moindre effort, boum, j'ai un angor, donc ça va. Hein, bon.
Donc je vais y revenir après. Donc par rapport au CIC, il y a un moment où on a fait un contrat pour que je remplisse, pour que je rembourse. Ce qui est normal. Et à ce moment-là, j'avais un découvert de 450 euros. On était prévu que je rembourse le premier mois 50 euros, puis après 100 euros voilà, tous les mois pour rembourser le découvert. J'allais signer lorsque s'est pointé j'ai oublié le mot. Des frais bancaires. Des frais bancaires de 170 euros. Ce qui faisait 450 plus 170. On a largement dépassé les 500 euros d'autorisation de découvert. Je pensais que c'était... Non, c'était pas gelé du tout. De là, j'ai dit stop, ça va, arrêtez de me prendre pour un con, j'ai arrêté de payer mon loyer pour vous payer le découvert. Et de là, vous abusez. Donc, j'ai tout arrêté. Et fin novembre, j'ai rendu mon carnet de chèques et la carte bleue qui a été annulée le 30 novembre. Il n'y avait plus de carte bleue. Il y a eu opposition sur la carte bleue. Ouais, opposition, mon cul, ouais. Puisque s'il y a eu opposition, le 5-7 novembre, le 5-7 décembre qui a suivi, est venu un prélèvement qui s'est fait sur la carte bleue, puisque j'avais un crédit d'une autre boutique qui venait et a été prélevé 130 euros pour le crédit. Mais pourtant, la carte bleue avait été annulée. Il y avait opposition. Comment ça a pu passer? Miracle de la banque. Enfin bref. Donc à ce moment-là, j'avais un découvert, 450 plus 170, si je compte bien, ça fait 450, 550, 620 euros. Un truc comme ça. Puisque les 170 euros, c'était implanté aux 450. Voilà. Pourquoi faire un contrat si eux-mêmes, ils tiennent pas? À l'heure actuelle, si au départ j'avais 450 euros fin novembre, je me retrouve aujourd'hui à 1090 euros de découvert. Le compte ne fonctionne plus depuis fin novembre. Sauf les intérêts bancaires. Ça fonctionne. Ce que vous donnez à votre carte pour geler le compte, on ne gèle pas le compte, surtout pas au CIC. CIC, c'est aussi le crédit mutuel. Je ne savais pas. Ah, si j'avais su, jamais j'aurais ouvert un compte au CIC. Hein. Ah, non. Le crédit mutuel, c'est encore pire que des voleurs. Quoique le CIC, maintenant, vous ne suivez pas la pub qui font la télévision. Hein. Ils usent entre 3 000 et 50 000 euros les 30 secondes, selon l'heure de la diffusion. Où ils vont trouver l'argent, c'est les pauvres mecs comme moi. Sauf que moi, j'ai dit non, je ne paye plus. Donc j'ai ouvert un autre compte bancaire qui fonctionne très bien, pas de problème. Mais s'ils croient que je vais leur payer 1000 quelque chose, c'est vrai, j'ai un crédit avec eux, mais ça, le crédit se réglera quand ils ouvriront un autre compte pour que je rembourse le crédit. Pas les frais les 1000 et quelques euros de frais de frais bancaires. Les gens comme moi qui touchent l'allocation des handicapés, je pensais qu'il y avait une loi qui disait que le maximum c'était 25 euros. Non, ça a été du client. Non, vous croyez quoi? Non, nous, on a beaucoup trop d'argent. C'est comme l'augmentation que Macron nous a fait. Les personnes handicapées, pour le faire élire, il nous a promis 100 euros. Non, c'est 80 euros, faut pas rêver, 100 euros. Non. Là, on a eu 40 euros début janvier, et début janvier 2019,
on aura les 40 euros suivants. Voilà. Les 20 euros, on n'en a pas besoin de 20 euros. Moi, 20 euros, j'achète 4 boîtes de steak haché à 4,50 €. Hein. À 4,50 €, j'achète 4 boîtes de 10 steaks hachés. Ça fait 40 steaks hachés. On n'en a pas besoin, c'est vrai. Qui va manger de la viande? On est malade, on n'a pas besoin de viande. Hein. Lui, 20 euros, c'est ce qu'il dépense pour son apéritif ou son digestif. Allez, 20 euros, bon, allez, petit café noir, 20 euros, allez. Il ne les voit même pas passer, de toute façon, il ne paye rien, lui. Comme tous ceux qui font de la politique, Henriette, là, le député, hein, qui a sorti... il connaissait bien les articles de loi, ah ouais. Numéro 93, 12, 16, de la loi de 93, ouais. Bon, il faudra peut-être qu'il apprenne à lire aussi celui-là, Henriette. Hein. C'est bien de citer noir, il faut lire s'il y a dedans. Ah, moi je ne vais pas lire, hein, c'est pas mon métier. Hein, puisqu'on donne des dossiers médicaux à des gens dont c'est pas le métier. Hein. Et ça, il faudra peut-être que les gilets jaunes, là, au lieu d'inventer des trucs pour que les riches payent les impôts, non, faites en sorte que cette sorte de loi, enfin cet organisme, la CDAPH, soit dissoute. Ça doit être que des médecins qui doivent regarder les dossiers médicaux. Vous, quand vous faites soigner, vous, quand votre enfant a par exemple une appendicite, vous n'allez pas demander à un fleuriste. Sauf si vous l'avez tué en l'envoyant se faire opérer par le boulanger du coin. Hein? Ou l'aide ménagère. Quand votre fils est malade, quand votre enfant est malade, hein, qu'il a donc une appendicite, vous allez voir le médecin et après un chirurgien. Hein? Vous n'allez pas donner le dossier médical au premier pecno du coin. C'est ce qui est fait avec la CDAPH. Il n'y a pas de médecin. Aucun n'a fait d'études de médecine, merde. Et vous trouvez ça normal? C'est parce que vous n'êtes pas malade. Hein, c'est ça? Oh, on laisse les malades, les handicapés à leurs problèmes. Nous, on n'est pas malades. Mais le jour que vous serez malade, vous serez bien content aussi. Hein, que les pauvres mecs comme moi essayent de résoudre... J'ai l'impression que je suis tout seul à me battre pour ce cas-là. C'est bizarre, hein? Moi, ça fait depuis plusieurs années que je me bats pour essayer d'avoir ces 2 allocations. Donc, en fin de compte, j'ai pas pu payer mes impôts, mes loyers. Donc là, on veut me foutre dehors. Je dois 1200 euros de loyer. Bon, on veut me foutre dehors. C'est vrai que foutre un malade dehors, une personne qui a toutes ces maladies-là, c'est pas grave. Combien de SDF sur la rue parce qu'ils sont malades? Hein? C'est une manière de tuer les personnes malades. On les fout dehors, on les fout à la rue. Vous croyez que les SDF qui se retrouvent en prison, c'est pourquoi? C'est pour être au chaud pendant l'hiver. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais passer l'hiver à cause de leur maladie. Donc, ils font un casse, ils se retrouvent en prison jusqu'au printemps. Et puis après, on recommenceront en hiver, l'hiver prochain. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Vous croyez quoi? Hein? Alors, quand je vois qu'on donne des logements à des personnes qui ne sont pas malades, des logements prévus pour des personnes malades, handicapées, invalides, hein. Ils ont été construits pour. Les HLM, qui ont vendu des logements, ont reçu des fonds pour des personnes malades, invalides. Pourtant, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Moi, j'avais visité des logements lorsque mon propriétaire, qui était un privé, voulait louer et a loué son logement donc à ses enfants, c'est normal. Hein. Donc il a fallu que je trouve un logement en urgence. J'ai été visiter plusieurs logements, pas vendre des logements, autour de Fontenay-le-Comte. Puis à Fontenay-le-Comte, il y a un bon hôpital, et c'était très bien, c'était à 5-10 minutes de Fontenay-le-Comte. Pour moi qui suis dans un état médical et que je me retrouve
plusieurs fois dans l'année aux urgences, à cause de mes problèmes cardiaques, c'était génial. Je me retrouve à Saint-Pierre-du-Chemin, entre 50 et 1 heure de route pour aller soit à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, soit à l'hôpital de Niort, soit à l'hôpital de Fontenay-le-Comte. Je vous dis pas la gueule que fait les pompiers ou le SMUR, le SAMU quand ils viennent. Bah ouais, je suis un patient à risque, donc tant que je suis pas dans l'ambulance, ils sont contents parce que voilà. Parce que eux, je suis un patient à mourir dans l'ambulance. La route est trop longue. Pourquoi j'ai pas été logé plus près? Pourtant, j'ai visité les logements. Mais non, ils m'ont mis là, à Saint-Pierre-du-Chemin aussi. Bon, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle j'ai pas payé mes loyers, parce que on va me demander, mais depuis quand avez-vous demandé à changer de logement? Je suis arrivé ici au mois de juillet 2016. Bah, dès juillet 2016, j'avais fait la demande de mutation vers un logement plus près. Ben non, et donc le 18 janvier 2019, je suis toujours là. Mes loyers, normalement, j'aurais dû avoir les fonds pour payer le loyer et l'électricité. C'est les 300 € que l'État me doit depuis février 2014. Je suis sorti de l'hôpital en janvier 2014. Après plusieurs mois d'hospitalisation suite au triple pontage et suite aux infections nosocomiales. Donc j'ai été opéré 2 fois. On m'a bougé les épaules, donc je peux plus utiliser les épaules. De toute façon, je peux pas. Au André Fort, je fais une angine de poitrine. Bon, ben voilà, on s'en fout. C'est pour ça que pour m'assassiner, au lieu de me donner le fauteuil roulant électrique, 100% électrique que je voulais, on m'a proposé un fauteuil semi-électrique afin, selon le médecin qui a fait des générations, afin que je puisse faire de l'exercice. Sachant qu'au moment de l'exercice, j'ai une crise d'angor. J'ai une angine de poitrine. En termes clairs, c'était plus il fait d'exercice, plus il a de la chance de décéder. Et qui nous foutent la paix, on n'a pas à nourrir des personnes malades inutiles. C'est ce que Macron a dit il y a quelques temps, les personnes malades, invalides, handicapées, c'est un poids pour la société, ils sont inutiles. Ils sont peut-être certes intelligents, ils font de la poésie, ils font des scénarios, ils écrivent des bouquins, ouais, mais c'est comme des gens inutiles. Voilà, c'est comme les vieux. Non, on ne veut pas parler de vieux. Bonjour Brigitte. Excuse-moi. T'as réussi à trouver la planche, c'est bien. Donc voilà, je suis convoqué. Si vous trouvez que c'est une injustice, vous pouvez contacter vos députés, sénateurs, vous avez mon nom, c'est Monsieur Fernandez. Pour une fois, j'ai dit mon nom. Fernandez, F-E-R-N-A-N-D-E-S, Didier. J'habite à Saint-Pierre-du-Chemin, c'est facile. Je suis... Je suis l'emmerdeur du coin, la personne malade qui essaie de survivre à tout ce qu'on lui a fait. Aux infections nosocomiales, etc. Bon, j'ai gagné, apparemment, vendredi dernier, il semblerait que j'ai gagné le procès contre les fautes répétées de l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Puis les infections nosocomiales pour l'hôpital de Nantes. Bon, c'est bien, mais on peut pas gagner à tous les coups. Voilà. Là, je vais être expulsé, mis à la rue, puisque je paye, parce que l'État refuse, parce que je peux pas payer mon loyer. Je suis désolé, c'est pas possible. Normalement, comme tout le monde a conclu, même l'assistance sociale, puisque j'ai envoyé les factures de loyer. À M. Sinour, directeur de la MDPS, qui m'a envoyé, qui m'a envoyé une lettre, oui, nous on peut rien faire, il faut voir avec l'assistante sociale. Oh, ça y est, ça recommence.
L'assistant n'a peut rien faire puisque le complément de ressources et la prestation de compensation, il n'y a que la MDPH qui peut me la donner. C'est marqué dans le guide barème par rapport à mon état médical. C'est pas inventé. Il y a plusieurs médecins qui l'ont dit. Le docteur Borfilla au Salvador, le docteur Lucas à Niort, ce sont tous des cardiologues, plus un ou deux autres, le docteur Laurent à Nantes. Plusieurs l'ont démontré, dit que je suis bien, souffre bien d'angor instable, donc que je fais d'angor au moindre effort. Donc voilà. J'ai donné des noms, là, donc vous pouvez vous renseigner. Malgré ça, on me refuse depuis 60 mois le droit à avoir la carte d'invalidité. On m'a bien donné la carte de priorité. On m'a bien donné la carte la carte de stationnement. Pas de problème. J'ai bien l'allocation adulte handicapé plein pot. Mais la carte d'invalidité, oh là 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 là, ça fait 300 € à donner tous les mois. Avec ça, il va réussir à s'en sortir, il pourra payer ses factures. Non, on peut pas lui donner. Non, il faut qu'on essaye de l'assassiner. On essaie de m'assassiner, c'est vrai, c'est vrai. Je ne mens pas, j'invente pas, c'est ce qui se passe actuellement. Le 25, je suis bien convoqué au tribunal parce que je peux plus payer mon loyer. J'y allais avec mon avocat, enfin je pourrais pas y aller puisque y aller avec ma voiture, alors en plus à 9h du matin, non c'est pas possible, non c'est pas possible, non, le matin je souffre, le matin j'ai des crises d'angor qui arrivent le matin, à peu près à ces heures-là, donc attendez, il y a un truc qui va pas là. Je suis convoqué quand? C'est le 25 mars ou le 25 mars ou le 25 février? Alors, attendez là, j'ai un doute. On va essayer de le lever rapidement. Hop là, c'est là. Je l'avais mis à l'envers le truc. Je l'avais mis à l'envers. Donc c'est le lundi 25 mars. Le lundi 25 mars, c'est ça. Voilà, le lundi 25 mars à 9h du matin. À 9h du matin, c'est là que j'ai des crises d'angor. Puisque je me suis levé donc le matin, donc j'ai commencé à faire des efforts. Et obligatoirement, j'ai des crises d'angor, quoi. C'est vrai, ça serait bien d'avoir une crise d'angor au tribunal. Voire de décéder au tribunal. Ça serait parfait. Y aurait-il un journaliste dans le coin? Faudrait que ça s'appelle le journaliste. J'ai déjà prévenu le Courrier de l'Ouest, enfin l'Ouest France. Donc c'est au moins rien à foutre. C'est vrai que lorsque j'ai menacé de tuer Monsieur Ferronnière, ça aurait pu intéresser. Bon, maintenant je me retrouve, je vois un psychiatre qui essaye de m'aider par rapport à toutes mes maladies. Bon, il m'a dissuadé de l'assassiner, quoi. Il m'a dit, ouais, vous allez vous retrouver en prison. Ouais, mais en prison, je verrai plus de monde. Ici, je vois personne. Depuis que j'ai déménagé ici, je suis dans un coin où il n'y a que des vieux
qui ne parlent pas avec les gens. C'est pas, je les ai invités. Non, on parle pas avec les gens, surtout les gens malades, ça nous intéresse pas. Donc je vis seul avec mon chien. Je regarde la télévision. Bon, je dors très peu, parce qu'avec les maladies, je dors très peu. Je dis pas que j'ai peur de dormir la nuit, puisque c'est surtout la nuit qu'on se retrouve à la morgue, hein, qu'on se retrouve aux urgences. Je me suis retrouvé, toutes les fois que je me suis retrouvé aux urgences, généralement c'est la nuit. C'est comme ça, c'est... Voilà, quoi, on peut rien faire, hein, c'est... Le corps est fatigué et tout, donc j'essaie de moins dormir pour être... Enfin, j'essaye pas, je dors moins. Je me couche vers les 2 heures, 3 heures du matin, je me lève vers les 6 heures, 7 heures. Bon, je fais la sieste un peu l'après-midi, quand je tombe, quand la fibromyalgie me fait tomber, quand je regarde la télévision, je m'endors, mais quand je me réveille, je suis hyper fatigué, épuisé. Bon, heureusement, j'ai la bouteille d'oxygène qui est juste à côté de moi, donc ça m'aide. Mais je sais, bon, que cette année, si tout va bien, je devrais décéder. Je dis ça pour l'administration française, hein, qui espère que je décède. Depuis, déjà, ça fait déjà pas mal d'années que je fais de la résistance. Mais là, cette année, je crois que c'est la dernière année. Je vois ça beaucoup comme une maison. Les gens comme moi, hein. On sait, à force de discuter avec la mort plusieurs fois par jour, discuter avec des angies de poitrine. Donc on discute avec la mort plusieurs fois par jour. On souffre pratiquement 24 heures sur 24 entre les multiples migraines, ou la fibromyalgie, ou l'estomac qui fonctionne mal à cause des maladies, des médicaments qu'on prend. Ça serait un bien de mourir. J'ai pas peur d'en parler, hein. J'ai failli rester avec 16 angies de poitrine, un super gros infarctus en décembre 2012. Exactement le 20 décembre 2012, puisque le 21 décembre 2012, jour de la fin du monde, je me suis retrouvé en chambre d'hôpital donc en cardiologie. Même si on m'a fait une corono et on m'a mis un stent que le 24. Voilà, je suis arrivé la première fois le 14. Ah non, vous avez rien sur... C'est moi. J'ai un dossier à l'hôpital de La Roche-sur-Yon où j'étais vu par un docteur de La Roche-sur-Yon, de l'hôpital de La Roche-sur-Yon, le docteur Moub, pour le nommer. J'adore donner les noms. Faites-moi des procès. Allez, venez. Pas de couilles. Pauvre mec. J'ai vu le 14 janvier, le 14 décembre, il m'a envoyé chez moi. Je suis venu le lendemain, avec les mêmes fortes douleurs. Non, ils m'ont retourné chez moi. Je suis revenu le 18, avec les mêmes douleurs encore plus fortes. Non, vous avez rien. Là, j'ai exigé de voir le cardiologue, hein, quand même, le docteur Moub. Donc, je suis monté à l'étage, il m'a mis sur un vélo, parce que moi, je l'appelle docteur Vélo. Hein. Allez, c'est examen préféré, c'est docteur Vélo, hein, Moub. Hein. Donc, il m'a mis sur le vélo, pédalé un tout petit peu, je peux pas beaucoup parce que j'ai une gonalgie, c'est-à-dire j'ai les 2 genoux bougillés. Bon, malgré ça, quelques minutes après, la douleur est revenue. L'un des internes qui se trouvait présent, il a demandé s'il ne serait pas bien de faire un électro. Il dit non, c'est pas la peine. Non, je suis fait dans la vous avez strictement rien au cœur et aux artères, vous pouvez rentrer chez vous. Je souffrais, hein. Sur le moment, je souffrais devant lui. Il y en a à foutre, hein. Asseyez-vous dans le couloir, une infirmière est venue vous chercher, prenez échange aux urgences et vous rentrez chez vous. Ah ouais, je suis rentré chez moi, c'est mon voisin qui est venu me chercher. Ils n'ont pas voulu me faire un bon transport. Certes, quelques semaines plus tard, ils ont fait en sorte que... enfin bref, passons. Donc je suis rentré chez moi et le 20, je suis revenu. Enfin, le lendemain, le 19, mon médecin, le docteur
docteur Chevalier, qui est à la retraite actuellement, le docteur Chevalier de Lonsville, lui, il a pété un plomb. Il m'a envoyé voir un pneumologue pour voir exactement si j'avais quelque chose de poumon. Le pneumologue, l'hôpital de Rossorion, il m'a fait une radio. Bien, le mec, bien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'étais voir un ORL. Pourquoi j'avais pas de douleur dans la mâchoire, dans le cou qui remontait à la mâchoire, et regardez. Petite inflammation, mais rien. Pour le pneumologue, lui, c'était le cœur. Mais vu que les urgences, le docteur Moreau, il dit j'avais un cœur, voilà, il m'a donné un spray pour les poumons, quelques médicaments pour les poumons, parce que j'avais eu une bronchite 2 semaines auparavant. C'est peut-être qu'il a déclenché tout le système. Sans doute. Et le 20, je suis revenu, voilà, le médecin est venu chez moi, ça allait à peu près bien, j'avais déjà fait 5 ou 6 angines de poitrine dans la matinée, et l'après-midi, je me suis allongé, et là, infarctus. Pendant plus d'1 heure, on m'a écrasé la poitrine, j'en ai pleuré, j'ai appelé le médecin, mon médecin traitant, docteur Chevalier, en pleurant, j'avais tellement mal, je lui ai dit, venez avec de la morphine, j'en peux plus. Déjà au matin, j'avais appelé le pneumologue, il m'a dit de prendre un Doliprane pour la douleur, que ça allait passer, mais non. En fin de compte, j'ai appelé une ambulance, pour lequel j'ai eu une autre angine de poitrine dans l'ambulance, parce qu'elle était glaciale. C'est là que j'ai appris que le froid faisait beaucoup. Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai attendu dans le couloir, la douleur l'a passé, j'ai demandé d'aller au WC, j'y étais, je suis revenu avec encore une angine de poitrine, le fait d'y avoir été m'avait, ouvert la bouche, de les prendre la gueule, on attend, j'ai attendu 2, 3, 4 heures, pour me mettre dans un box, et là je vois un infirmier qui vient avec le dentispray. Je lui dis, mais j'ai rien au cœur, arrêtez un peu. Ça fait plusieurs fois que je viens, on m'a dit que j'avais rien au cœur mais au poumon. Pourquoi vous me donnez un dentispray? Parce que c'est le médecin. En fin de compte, le médecin est venu, une dame, elle m'a dit, voilà, vous avez eu un gros infarctus, et apparemment, les jours auparavant, vous avez eu des angines de poitrine. On va vous mettre dans une chambre, on va vous surveiller. C'est vrai, ils m'ont surveillé. Toutes les 20 minutes, ils venaient m'emmerder. Ça va, monsieur Fernandez, ça va vous avez pas mal, si? Je lui dis, si, mais il faudrait bien dormir un peu, me reposer. Donc, on a attendu le lendemain, le 21 décembre 2012, le jour de la fin du monde. Je l'ai vécu, merci. Où qu'on m'a conduit ensemble, là-haut. Où là, le lendemain, il y a un mec qui est venu, le docteur Nguyen. La première fois que j'ai connu, c'est un interne. Et qui m'a fait une échographie dans la chambre. Il dit, voilà, ah oui, voilà, il a eu du mal un peu. Voilà, on va vous faire, on va vous mettre un stent. On va vous faire une corono, on va vous mettre un stent. On fait une corono durant lequel j'ai eu un autre infarctus. Apparemment, c'est normal parce que ça libère, donc c'est normal que vous deveniez tout blanc, que vous mourriez, ça peut arriver. Donc, il m'a mis un stent. Et puis voilà, Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, on s'en fout. Là, ça fait des mois que mon médecin refait des dossiers pour qu'on m'octroie la cadavéité par rapport à mes infections qui sont graves, aggravées, morbides. Je souffre aussi d'une obésité morbide parce que je fais plus de sport, je peux plus faire de sport. C'est pour ça d'ailleurs que la Caisse primaire d'assurance maladie refuse que j'aille en centre de cure pour le diabète et pour l'obésité, parce que vaut mieux que je reste chez moi et que je meure le plus rapidement possible. Peut-être parce que j'ai déposé plainte à l'encontre de l'hôpital de La Rochelle. Sans doute, c'est peut-être un rapport. Ou le docteur Ferronnière a fait un rapport, puisque le docteur Ferronnière fait partie de la MDPA, que le directeur de la MD, que le docteur Ferronnière fait partie de la MDPH, que le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie fait partie de la CDAPH, donc travaille avec le docteur Ferronnière, ils ont dû
donner de coups de fil, truc, ouais, lui, il faut rien lui donner, ah, faut l'emmerder au maximum, il vaut mieux le faire décéder, le faire souffrir. Eh, bande de racailles, va. Combien sont victimes en France de ce genre d'individus qui se disent des médecins, qui se disent aider la population? Ils en ont vomi sur les personnes malades, sur la population malade, sur la personne invalide, sur les personnes âgées, tout ça. On leur apporte quoi? Bah, c'est grâce à nous qu'ils travaillent quand même. Hein. Mais il faut pas déposer plainte contre eux quand ils font une bêtise. Ils vous emmerdent. Ils en suivent la preuve. J'ai osé conduire devant l'ordre des médecins. Oh, mon Dieu. J'aurais dû me laisser insulter. De toute façon, depuis le début, la première fois qu'il m'a vu, c'était il y a plus de 10 ans. C'était pour le dos qui était comme mon bougie. Il a dit, vous inquiétez pas. Quoi que vous ayez, jamais vous n'aurez la carte d'invalidité. Vous ne l'obtiendrez jamais. Quoi que vous ayez. C'est pas la peine de rêver. Entre-temps, j'ai eu diabète, sous insuline, j'ai été opéré du cœur, j'ai eu voilà, toutes les maladies que j'ai. Et je n'ai toujours pas la validité, c'est vrai. Il est en train de gagner son pari. C'est Tracaille est en train de gagner son pari. C'est vrai. C'est vrai que j'habite en Vendée. Que la Vendée est un pays, est une région, est un département raciste. Hein, combien de personnes d'origine étrangère ont les cas d'invalidité? Eh bien, très peu. Très, très peu. Combien ont les cas d'invalidité qui n'ont pratiquement rien? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tant que vous êtes d'origine française, moi je suis d'origine portugaise. Portugaise, même si mon père a fait la guerre pour la France. Hein, on va pas. Bon, c'est vrai que mon père a été assassiné. C'est vrai que mon père a été assassiné par l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Est-ce parce qu'il était d'origine portugaise? Oui. Oui, 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 oui. Il avait été conduit à l'hôpital de Mantes-la-Jolie, je m'en souviens, j'avais 9 ans. Parce qu'il avait soi-disant de l'eau dans le ventre. Et juste pour Noël, on a débarqué, on habitait dans la région parisienne, à Saint-Ouen, on a débarqué à l'hôpital. Moi, je venais juste d'avoir 9 ans, j'étais heureux de voir mon père, donc je suis arrivé en courant dans la chambre d'hôpital. J'ouvre la chambre. La chambre était plongée dans le noir. Bizarre. Ma mère, mon frère aîné arrive derrière. Ma mère allume la lumière. Et je m'en souviens toujours, je vois mon père allongé, nu sur le lit, dans une chambre qui était plongée dans le noir. Il venait d'avoir une jaunisse, et ils attendaient qu'il meure. Ils n'avaient pas prévu qu'on débarque. Immédiatement, naturellement, ma mère a fait transférer mon père à l'hôpital Bussat, donc il va sur Paris, dans le 18e, où il est décédé le 9 janvier. Quelques semaines plus tard, au mois de février, c'est ma grand-mère qui est décédée à l'hôpital Bussat. Mais là, on l'avait oubliée dans le couloir d'hôpital, elle ne parlait pas la langue française, et elle ne parlait pas le français, et on l'a carrément oubliée dans le couloir de l'hôpital où elle est décédée. Voilà. C'est la vie des personnes étrangères en France. Moi, je suis né en France. En 1961, j'ai 57 ans. Mon père est venu en France, il avait 2 ans. Il a fait la guerre contre l'Allemagne. Il était même résistant dans la région parisienne. Ça n'a pas empêché qu'on l'a bien soigné. Hein. Il a perdu sa main d'ailleurs. Il fabriquait des batteries. Et un jour, la presse est tombée. Il a perdu sa main. Donc il était amputé d'une main. Voilà quoi, c'est la vie. Hein. Moi, je suis sur sa route quoi. On attend que je décède, on fait tout pour que je décède. C'est vrai que là, je vis plus longtemps que mon père. Mon père est décédé à 51 ans. J'en ai 57. C'est étonnant.
J'aurais dû décéder à 51 ans. Puisqu'en décembre 2012, je venais d'avoir 51 ans. J'aurais dû décéder comme mon père. Mais j'ai eu le courage, si on peut appeler ça, de retourner plusieurs fois aux urgences. Si j'avais laissé tomber, de ne plus y aller en disant que j'avais rien au cœur, en les écoutant, eh ben je serais mort en décembre 2012. Puisqu'on m'avait dit, prenez un Doliprane. Combien sont morts en Vendée Il y en a plein, hein. C'est dans les journaux, hein. Il y en a plein qui sont décédés en Vendée parce que les gens n'ont pas voulu se déplacer, etc. Hein. En Vendée, c'est une habitude. L'hôpital de la Haute-Sorion, c'est une habitude, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Ceux qui habitent en Vendée, ils le savent. Hein. C'est dangereux d'habiter en Vendée. Hein. Et d'être malade en Vendée. Moi, je veux déménager. Mais personne ne veut me donner un logement dans un autre département. J'aurais eu ma carte d'invalidité et tout, sans aucun problème. J'aurais eu de quoi vivre normalement, j'aurais payé mon loyer, etc. Mais c'est pas les moyens financiers ni la santé pour déménager, aller du côté de Niort, le 79. Où là, j'ai des bons médecins qui me suivent. Hein. Il y a le docteur Dariani, qui est mon diabétologue, qui m'a envoyé justement voir pour faire un bilan auprès du cardiologue, le docteur Lucas, qui a demandé après au docteur Laurent s'il pouvait me réopérer et tout. Mais mon état est tellement préoccupant que il faut essayer de voir avec les médicaments, quoi. Donc, d'éviter de faire de trop se fatiguer, pour éviter d'avoir des angores, de ne pas sortir avec le froid, pour éviter d'avoir des angores. Mais ça m'ouvre pas le droit à avoir l'invalidité. Combien, comme moi, sont dans le même cas? Moi, j'ai une grande gueule, ça va, mais apparemment, la grande gueule, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Je voudrais bien me déplacer le 25 mars, le lundi 25 mars à 9h. Personnellement, je peux pas. Quand c'était une distance comme ça, j'utilise l'ambulance. Si quelqu'un veut bien m'emmener, si quelqu'un écoute cette vidéo et qui l'a demandé, et qui veut bien m'emmener, ça me ferait un plaisir d'aller au tribunal et de pousser ma gueulante. Ça ne vient pas d'insulter un président du tribunal. Du moment que je lui dis, mais quelle vérité? Parce que là, mon avocat, il a peur que j'ouvre ma gueule. Mais je vais l'ouvrir, ma gueule. S'ils arrivent à aller au tribunal, mais ils vont s'en prendre plein la gueule. Pourquoi vous ne payez pas votre loyer? Parce que l'État ne me donne pas les fonds pour payer mon loyer. Pourquoi vous donneraient? Parce que je suis invalide. Mais là, ils vous ont pas reconnu. Je sais, ils savent pas lire. Ils parlent beaucoup du barème. Hein, le taux barème, leurs bouquins, les trucs, mais ils le lisent jamais. Hein. Ils ont tous les comptes rendus médicaux, disant que j'ai le droit, que je suis à 90% d'invalidité. Entre 80 et 90%, ils le savent. Mais non, c'est un racisme, c'est une guerre entre moi et le docteur Farnier, qui travaillant à la MDPA, ça fait tout pour que je ne tienne pas ces cartes d'invalidité, ce qu'il a promis il y a plus de 10 ans. Il y a 10 ans, 15 ans. La première fois que j'ai rencontré, quand avec le dos qui était bougillé, pour lequel j'étais reconnu travailleur handicapé, etc. L'allocation adulte handicapé, je l'ai eu après mon histoire avec le cœur. J'ai eu le problème avec le cœur en juin 2007. Il m'a fallu 2 ans de bataille pour que j'obtienne l'allocation adulte handicapé. Et depuis, ça reste bloqué. J'ai toujours le même taux d'invalidité. Il y en a même de la MDPH qui m'ont dit que c'était beaucoup trop. Que normalement, je ne devrais pas toucher l'allocation adulte handicapé, puisque j'ai un taux qui est à 50% d'invalidité. 75, on s'en fout, 75, c'est 50. Hein, et que je ne devrais pas avoir. Comme d'autres malades. On n'est pas malade. On n'est pas des malades.
On est des feignants. Arrivé à un certain stade, on est des feignants. On n'est pas malade. On est feignant. On n'est pas malade du cœur, on n'est pas sous oxygène, on n'a pas... On est feignant. Dès qu'on a une maladie qui se voit pas, bon là, ça se voit si on en torse, hein, vous voyez la belle petite cicatrice qu'on m'a ouvert 2 fois. On va aussi à la jambe, c'est normal puisqu'on a pris la veine de la jambe pour transplanter au cœur. C'est pour ça que j'ai entre 50 et 75% parce qu'il y a une implantation, une transplantation. Donc on va mettre entre 50 et 75% parce que c'est dans les taux barèmes. Hein, c'est dans les taux barèmes. C'est juste après le niveau 4, c'est transplantation. On est reconnu entre 50 et 75%. Mais on est des feignants. Mais monsieur, même si vous êtes en bouteille d'oxygène, vous pouvez aller travailler. Hein. J'ai tous les permis de conduire. J'ai pour conduire les cars, 60 gamins derrière avec la bouteille d'oxygène. Quand je dis... Oh. Excusez-moi, là j'ai un vertige en direct. Oui. Voilà. À cause de... Donc... je sais pas si vous voyez. Voilà. À cause de l'infiltration que j'ai eu dans l'épaule, j'ai 247 donc de sucre. Cette temps-ci, je devrais avoir dans les 150. Et j'arrête pas de me faire des injections. Je suis monté à 350. Vous voyez, pendant la nuit, je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez pas, c'est dommage. Attendez, je vais essayer de voir. Non. On n'arrive pas à voir. Mais pendant la nuit, j'ai pas réussi. Je suis resté entre 160 et 170. J'ai pas réussi à revenir dans le taux qui est entre 150 et 90. Tout ça parce que j'ai une infiltration à l'épaule, puisque je peux pas être opéré à cause de mon problème cardiaque, à cause de l'anesthésie. Des problèmes d'anesthésie, donc... on voit un peu mieux, on dirait. Voilà. Vous voyez, pendant la nuit, j'ai pas réussi à descendre dans la barre. Donc ça a duré pendant 2 jours à peu près, où que je vais mettre plusieurs fois des bolus, on appelle ça, des bolus de 10, de 15, d'insuline pour essayer de faire baisser. Donc il y a 1 heure, j'ai fait un bolus de 10, 1 heure avant, j'avais encore fait, encore avant, donc ça fait, on est déjà à 30 en 3 heures. Là, je vais refaire, ça fait 1 heure, je vais refaire un bolus de 10 pour essayer de descendre. Parce que j'ai eu une infiltration de cortisone. Et dans 2 semaines, ça va recommencer avec l'autre épaule, parce que je souffre énormément des épaules. Puisque pour être opéré, lorsqu'on est opéré à cœur ouvert, l'on tire sur les épaules. Déjà, j'avais les articulations qui étaient abîmées, puisqu'ils craquent fortement. Je vais essayer de vous faire écouter. Voilà. Moi, j'ai essayé de ne pas le faire, puisque j'ai eu l'infiltration. Donc, je souffre énormément des épaules. Et depuis que j'ai eu les 2 opérations cardiaques, où on a fallu qu'on ouvre la poitrine, pour ça on tire sur les épaules en arrière, fortement. Et depuis janvier 2014, puisque la dernière opération date du 3 décembre 2013, où j'ai été réopéré pour l'infection nosocomiale, où on m'a tout nettoyé. Donc depuis janvier, je
j'ai fait à peu près 8 fois par an, c'est-à-dire les 2 fois donc l'épaule droite et gauche, et 6 mois plus tard encore l'épaule droite et gauche. Donc voilà. En tout, ça fait 4 fois par an. J'ai donc des doses de cortisone, hein, qui fait monter donc le diabète, et c'est une guerre. Faudrait peut-être que je me fasse la prochaine fois hospitalisé à l'hôpital en service de diabétologie, mais bon, j'arrive à gérer plus ou moins avec toute l'insuline que je m'envoie. C'est pas facile d'être malade en France, hein. Donc, mais c'est pas ça qui empêche que je dois avoir un fauteuil roulant pour faire des exercices, hein. Si ça me conduit à la mort, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, fais l'exercice, c'est bon pour les douleurs aux épaules et tout. T'auras plus mal aux épaules, ça monte. Si t'as mal, c'est que t'es vivant, hein. Si tu souffres pas, c'est que t'es mort, hein. Faut être beau, faut souffrir pour être beau. Vous croyez vraiment que je suis beau, là? Le matin, je me lève. Putain, c'est qui ce mec? C'est qui ce vieux, là? Il a 80 ans, mec. Non, j'en ai 57. Ah bah putain. Oh, le coup de vieux. Il y en a plein comme moi en France, hein. Il y en a plein. Ils font pas de vidéos. Moi, je fais des vidéos. Ça me rapporte rien, hein. Ces discours, ne vous inquiétez pas, hein. Pas ces discours YouTube, ne vous inquiétez pas, ça ne m'apporte rien du tout. Non, les vidéos, on donne ça aux petits jeunes, hein, qui racontent leurs conneries, hein. Ils font leurs blagues, leurs trucs, les sketchs. Ouais, les gens qui racontent leur vie, vraiment, de ce qu'on vit tous les jours. Ça rapporte rien. J'ai essayé de mettre des petites vidéos de musique que j'aimais bien, j'avais transformé, etc. Puis apparemment, il y en a un ou deux qui s'est plaint, et depuis, bon, bah, j'ai droit à rien. J'ai gagné une fois 280 €. Oh, avec YouTube. Et ils m'ont bloqué tout de suite. Toutes les vidéos que je fais de moi ou avec mon chien, mon berger blanc suisse, j'ai droit à rien. Non, monsieur, les gens comme vous n'ont pas besoin de gagner de l'argent avec YouTube, hein. Non, 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 non. Non, la tristesse, la maladie. Non, non. Vous feriez des trucs sur la route, carte d'études, des trucs comme ça, ouais, ça peut intéresser. La vie des malades. Combien de gens regardent mes vidéos? Pas beaucoup, hein. Ceux qui sont malades. Parce que comme ça, je peux leur dire, voilà, il y a ça qu'on peut faire, il y a ça et tout. Là, si vous voulez m'aider, je demande pas d'argent. Pas d'argent pour payer un loyer qui normalement doit être... Je reçois l'allocation logement. Donc il reste 170 € de ma part. Qui doit être pris par les 300 € que je dois toucher. Ainsi que pour l'électricité, c'est pareil, hein. Non, je demande pas d'argent. Si vous voulez évoquer mon cas, un député, un sénateur, votre maire, le maire de la ville, hein, pas votre maman, sauf s'il y a les maires de la ville, ou un médecin, vous connaissez des cardiologues, etc., hein. Donc j'ai dit les noms des cardiologues que je connaissais, le docteur Lucas, le docteur Laurent à Nantes, le docteur Lucas donc à Niort, le docteur Borfiga au Sable d'Olonne, mon médecin traitant, donc le docteur Carole Sanjeu, Monsieur Sinou, directeur CHINOUR, Monsieur Henriette, qui sert à rien,
puisque lui, selon son courrier, bon ben voilà, c'est démerde-toi, hein. Il a cité les articles, hein, il a bien cité le barème, mais sans le lire. Il aurait lu, il aurait bien vu que j'avais raison. Hein, puisque je lui ai donné les pièces médicales, hein, quand même. Hein, qu'il n'a pas eu non plus, naturellement. Sa secrétaire, lui, il peut pas lire et aller au restaurant avec les élus du coin. Bah ouais. Qui viennent pas me dire le contraire en face. Je l'attends. C'est pour ça que je donne les noms. Monsieur le docteur Mehoub, que j'ai conduit devant l'ordre des médecins, mais il n'a rien eu à se reprocher. Ah non, lui, il a travaillé dans les règles de l'art de la médecine. Il n'a rien eu à se reprocher. C'est bizarre, mais l'expert qui est expert devant la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel de Paris et la cour de cassation, c'est un chirurgien de renommée, un chirurgien cardiaque qui est chef des experts de France. Lui, il a trouvé que c'était pas normal du tout. Hein. Il aurait dû être pris en charge dès le 14. Bon, voilà. Là, on a vu un peu que j'étais bègue quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'étais bègue. Bon, c'est vrai que on m'a demandé comment j'ai fait pour perdre la biguitude. Non, je vais pas dire que c'est parce que j'étais prostituée enfant. C'est peut-être ça qui m'a débloqué. J'étais drogué lorsque j'étais en cinquième. En cinquième, en sixième, je planais un peu puisque j'étais voilà. J'étais sous cocaïne et quelquefois l'héroïne. C'est pas bon pour aller à l'école, ça. Non, on plane beaucoup, tout. Bon, j'étais au fond de la classe. Personne s'occupait de moi, quoi. Les bègues, on s'occupe pas des bègues. Si on lui pose une question, on va mettre une heure avant de nous sortir de 3 mots. Ça va, c'est bon. À l'école, ce qu'on faisait en CM1, je me rappelle, Madame Lucas, elle me disait de réciter, par exemple, une fable. Maître Corbeau, percé sur un arbre, tenait dans son bec un fromage. À l'époque, c'était... Ils en pleuraient. Bon, il disait, bon, vas-y, laisse tomber, allez. J'étais au fond de la classe. À un moment, même au fond de la classe, bon, comme tous les idiots, quoi. Les becs sont des idiots. Très longtemps plus tard, quelques années plus tard, on a fait des examens et tout pour savoir le QI. On m'a annoncé, vous avez un QI de 160, comment ça se fait que vous n'avez pas réussi en classe, à l'école? Mais à l'époque, les becs, c'était des idiots. Hein. Moi, l'école ne m'intéressait pas. J'apprenais plus à l'extérieur de l'école qu'à l'école même, je m'ennuyais. Puis, j'avais tellement peur qu'on m'interroge. Je savais que je ne pouvais pas parler. J'avais une peur maladive. Qu'on m'interroge à l'école, c'était... Je ne voulais pas y aller le matin et le soir, j'étais pressé de rentrer. Ils en faisaient des cauchemars. Parce qu'il fallait apprendre une fable. Je suis plus bègue, c'est bien. J'ai discuté il y a quelques temps avec un ami d'enfance, Charles, qui était bègue et qui est toujours bègue. Ça l'a étonné que je puisse discuter avec lui au téléphone aussi simplement, librement, sans aucune hésitation, retenue. Bon, lui est toujours, bon, ben voilà,
C'est pas de sa faute, hein. Faut pas jeter la pierre aux personnes bêtes. Ce sont des personnes comme les autres, aussi intelligents, voire beaucoup plus intelligents que la moyenne. Puisque lorsqu'on bloque sur un mot, immédiatement il faut rechercher un autre mot qu'on peut dire mais qui signifie la même chose. Donc il faut trouver un synonyme. Rapidement, il faut trouver le synonyme qui va remplacer le mot sur lequel on bloque. Sauf quand c'est un chiffre. Moi, je bloque sur le chiffre 4. Je bloquais, même quelquefois, sur le chiffre 4. 4, 99, le 80, enfin, dit qu'il y a 4. Je bloque. Des fois, je bloque pas du tout, comme là. Mais ça, on peut pas le remplacer. On peut pas remplacer ce chiffre-là par un autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment faire? C'est pour ça que tout à l'heure, sur le chiffre 14, je suis obligé de l'accompagner pour pouvoir le dire. Le chiffre 14, j'ai bloqué. Parce que je voulais dire 2000... Voilà. Bon, 2014. Bon, voilà. Ça y est, j'ai dit, c'est bien. Bon. En regardant la vidéo, vous verrez bien que je bloque dessus. Enfin bref, passons. Donc j'ai rendez-vous le 25 mars à 9h du matin. Si quelqu'un veut m'emmener afin de faire connaissance, ça serait bien. C'est bien, ça serait bien d'avoir des amis dans le coin avec qui je peux discuter. J'adore le cinéma. J'ai un vidéoprojecteur, j'ai des trucs. J'adore le cinéma. Ça fait oublier toutes les maladies, etc. J'adore ça. J'ai tout le matériel qu'il faut pour faire des séances de cinéma et passer du bon temps. Mais je suis tout seul. J'ai déménagé et là, ici, je suis tout seul. Donc, il y a quelques-uns qui viennent me voir de temps en temps, mais ils habitaient un peu à 2 heures, 1h30, 2 heures de route. Voire plus, c'est pas facile, quoi. Il y a un ami qui vient des fois dormir ici parce qu'il vient travailler dans le coin. Même si, bon, il met une demi-heure, 3/4 pour aller travailler, bon, il vient pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, donc il me tient mes compagnies, et le soir, c'est bien, c'est une personne, enfin, bon, malheureusement, il rentre le week-end, il doit rentrer le week-end. C'est normal, il a une vie, hein, il a fait construire une belle maison, mais bon, j'ai 2 ou 3 amis, quoi. J'arrive à avoir au téléphone. Les autres amis, dès qu'ils ont vu les maladies, sont sauvés. Hein. Ah non, non, le mec qui peut mourir d'un instant à l'autre, attends, on va se retrouver avec un dalle sur les bras. Non, 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 non. Non. Quand j'ai arrêté la cigarette, l'alcool, la drogue, plus personne, hein. Plus personne. C'est là qu'on voit les amis, hein. Ah, j'en ai 20, 30, 40. Je me suis retrouvé avec 2, 3. Voilà, quoi. Il y en a que la maladie ne les gêne pas de discuter avec moi. Je les accueille, pas de problème. Hein. Au contraire. On parle pas de la maladie, c'est bon. Si, peut-être à un moment, on parlera bon, pour me présenter. Puis après, on arrête là. Ça va. Les seules personnes que je vois, c'est l'ambulance, c'est toujours la même qui m'emmène au soir, le kiné, le lundi et le jeudi. Le lundi et le jeudi soir. L'aide ménagère, une le lundi matin et l'autre le jeudi matin, donc ça fait 2. Le magasin, quand je me traîne au magasin, c'est bien ici un Super U qui est classe parce qu'ils ont des scooters. Pour les gens dans mon état, s'il n'y aurait pas le scooter, je pourrais pas aller au Super U. C'est le Super U, hein, pour le nommer, le Super U qui se trouve à la Saint-Aigret. Il y a 2 scooters. C'est le seul magasin où je vois avec des scooters pour les personnes malades, les personnes invalides. Il n'y aurait pas les scooters, je pourrais rester que 5 minutes dans le magasin, faire 1-2 courses et je me casse, quoi. Combien de fois je me suis vu faire un truc caddie, en fin de compte j'ai laissé le caddie, et parce que je souffrais, j'avais dans une poitrine et je suis rentré.
Une fois, je suis même rentré, à l'entrée, il y a un coiffeur. Et j'ai été à la coiffeuse, je lui ai demandé le sèche-cheveux, parce que je commençais à avoir une angine de poitrine avec le froid. Et elle m'a donné le sèche-cheveux, elle m'avait en train de respirer l'air chaud du sèche-cheveux. Donc je lui ai expliqué, voilà, c'est des angors au froid, et ça aide, ça dilate. Voilà. Ah, je suis connu comme le loup blanc, hein, au Super U de la Sataillerie, hein. Vous pouvez y aller, Fernandez, ah ouais, je suis connu comme le loup blanc. Une fois, j'ai piqué une crise de nerfs. Bon, je me suis bien remis avec la personne. Parce que, au lieu de m'aider à mettre, c'était au drive, au lieu de m'aider à mettre la marchandise dans le coffre, elle m'a donné dit, démerde-toi. Sachant qu'il y avait un gros sac de 10 kilos pour Ico, pour mon chien, de croquettes. Il y avait plusieurs packs d'eau. Donc, ce qui pèse lourd, un pack d'eau, ça fait 9 kilos. Il y en avait 4-5. Et obligatoirement, bon, j'ai une angine de poitrine, hein, faut pas rêver. Bon, je suis entré dans la voiture, j'ai mis le chauffage, j'ai même un petit sèche-cheveux que j'ai acheté sur Cdiscount pour respirer un peu d'air chaud, mais ça envoie pas l'air chaud, ça envoie l'air tiède, quoi. C'est pas terrible, mais bon, en attendant que la voiture souffle le matin, c'est bon, on fait avec, hein. On essaye de s'équiper, voilà. Pourtant, ça ne fait pas de moi une personne invalide. Non, non. On donne à d'autres personnes. Combien de fois je vois des personnes qui ont des voitures neuves, qui sont sur la place d'handicapés. Mais comment ils font? Bon, bientôt, je vais pouvoir peut-être avoir une voiture un peu plus neuve, puisque la mienne, elle est de 91, elle a 460 000 km. Il est fort probable qu'il ne passe pas le contrôle au mois d'avril qui vient. Ça ne m'empêchera pas de conduire, hein, parce que sans véhicule, hein, j'habite en pleine campagne. Vous regardez Saint-Pierre du Chemin, 85-120, sur la carte, et vous verrez où ça se trouve. Il n'y a pas de magasin ici, hein. Il y a une boulangerie. C'est l'aide ménagère le lundi qui m'apporte mon gros pain, qui ont été faits pour moi, avec la farine que j'ai voulu. C'est du vrai pain de campagne, qui me dure toute la semaine. Donc je n'ai pas à me déplacer à la boulangerie. Donc il m'apporte le pain, j'essaie de faire les courses en gros, de profiter des réductions, etc. pour essayer d'avoir à manger, quoi, de la nourriture, puisque le reste ça part dans les factures. Dans les crédits, quand il faut que je paye machine à laver, etc. Bon, voilà. Bon, bah je crois que je vais arrêter la vidéo. Il est mort en direct. Ouais, mais il est mort, il n'a pas pu mettre sa vidéo, le con. Bon, je vais mettre la vidéo. Ou peut-être demain matin. Le temps que ça enregistre sur YouTube, il faut ça. Je crois que je vais la mettre demain matin. Là, il est 1h31. Je vais aller me coucher. Mais si je suis toujours vivant demain, ce que je me dis tous les soirs quand je me couche, si je suis vivant demain matin, ben je la mettrai. Donc là, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne année. Il est encore temps, hein. Moi, je vais vous dire, personne ne m'a souhaité la bonne année. Si, il y a un ami qui m'a appelé pour souhaiter, il s'excusait de l'avoir dit trop tard, mais il m'a souhaité la bonne année. C'est celui qui vient de temps en temps, qui habite du côté du Mans, Franck, qui m'a appelé pour souhaiter la bonne année. Sinon, personne ne m'a souhaité, m'a appelé, à part lui, personne ne m'a appelé volontairement pour me souhaiter la bonne année. On m'a oublié. C'est moi qui ai appelé pour souhaiter la bonne année à une ou deux personnes. Sinon, Fighter, tout ça, non, je souhaite pas la bonne année, non. Elle sera mauvaise de toute façon. Bon, je crois que j'ai les yeux qui baissent. Je suis quand même fatigué, j'essaie de me reposer un peu. Plus je suis fatigué, plus j'adore, parce que je vais pouvoir dormir. Sauf si je me réveille pendant la nuit.
Ça, c'est les médocs. Ou sauf si lui, qui est là derrière. Parce qu'il se fait un apport de la sang, mais lui, il ouvre. Il vient dormir sur mon tapis. Des fois, il me réveille pendant la nuit quand je me sens pas bien et que je dois remettre les lunettes. On appelle ça des lunettes. Le tuyau en plastique pour l'oxygène. Donc, quand je fais un mauvais cauchemar ou que voire même quand mon diabète il baisse, il me réveille, il me laisse la main. Délicatement, il me laisse la main. Ce qui me réveille. Donc là, ça va. Je reprends du poil de la bête, comme on dit. Et donc voilà. Donc, je sais pas si vous pouvez le voir. Non. Donc voilà, ici c'est... Hop là. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Donc c'est l'assignation à comparaître. Voilà, pour les loyers impayés. Super, voilà, hein. Moi je veux continuer à payer les loyers, mais il faut qu'on m'en donne les moyens aussi. Hein, il faut qu'on m'en donne les moyens. Je demande pas grand chose, je demande ce qu'on doit. Je demande pas les 18 000 € qu'on me doit. Parce que 60 points multipliés par 300 €, ça fait 18 000 €. Non, qu'on me donne les moyens de rembourser les dettes. Et qu'on me donne les 300 € régulièrement qu'on me doit. Hein, sur 18 000, on me donne 3 000 €, je peux payer mes dettes. Puis voilà, ils gardent le reste. Ils gardent le reste. Mais le fait d'obtenir ma carte d'invalidité, c'est le respect. C'est qu'on me respecte, qu'on respecte ce que les médecins ont dit. C'est pas des médecins que j'ai payés. Le docteur Lucas a dit je l'ai pas payé. Docteur Nassib, Nassip, ou Passib, ou truc. Enfin, aussi un autre cardiologue à New York. Mon médecin traitant, le docteur Carole, Fontelco, donc à la Saint-Aignan. Tout le monde connaît mon état médical. Il n'y a que la MDPS qui refuse. Le docteur Ferronnière. Parce que je suis une racaille, il manque rien. Bon, je vais vous dire bonne nuit. Peut-être vous la verrez. 1h27, ça fait long. C'est comme un film. Vous racontez un film, voilà. C'est un épisode. C'est un autre épisode. Tant que je peux raconter des épisodes comme ça, c'est bien. Ça me montre que je suis encore vivant. Je voudrais bien vous raconter les poésies que j'ai écrites, les contes pour enfants que j'ai écrits, les nouvelles que j'ai écrites. Je voudrais bien vous les raconter un jour. Je les ai fait par écrit, ils sont sur Internet, on peut les trouver. Ma biographie que j'ai écrite est sur Internet. Si vous allez voir sur YouTube, il y a sur l'une des vidéos, il y a le lien pour aller sur ma biographie. Où là, vous verrez, c'est pas pour les enfants, je vous le dis tout de suite. Évitez les enfants, c'est pas pour eux. La prostitution enfantine, c'est pas pour eux, c'est ma vie. J'en parle en tout état de cause, puisque avant j'avais honte. Et j'ai vu un psychologue qui m'a dit qu'il fallait pas avoir honte, et donc je l'ai écrit. Je l'ai donc retranscrit sur Internet, j'ai écrit. Voilà, c'est libre de tout lecteur. Évitez les enfants, de toute façon je le marque, c'est pas pour vous. C'est pas pour les âmes sensibles, comme on dit. Mais ça, c'est grâce à une psychologue que j'ai vue qui m'a dit, mais c'est pas de votre faute, vous n'êtes pas coupable.
C'est vrai, on n'est pas coupable. Mais il y en a toujours, ça existera toujours, hein, ce genre de choses. Lorsque vous voyez un enfant qui, au lieu d'être à l'école, se trouve dans une gare se trouve dans une gare SNCF, au lieu qu'il soit en cours, d'après vous, il y a une forte majorité de sens, une forte sens qu'il est là pour les clients. Voilà. Dans le métro, c'est pareil. Je parle pas des robes, hein. Non, non. Les robes, c'est encore un monde à part. Je parle d'un bon petit blanc, un bon petit français, d'une dizaine, d'une douzaine d'années. C'est la vie, hein. C'est ma vie. C'est la vie de plein d'autres. Pourquoi j'aurais honte? Non. Ça m'est arrivé quand j'étais enfant, adolescent. J'ai quitté à l'âge de 17 ans en m'engageant à l'armée après avoir vu la violence de la force publique. Eh oui, ça existe. Ça existe. J'ai vécu quelques fois. Mais ça, vous pourrez le découvrir sur l'une de mes vidéos. Vous n'avez qu'à visiter mon site YouTube. Hein. En voyant cette vidéo, vous verrez sans doute les autres. Si vous voulez. Bon. Bonne nuit. À la prochaine et bonne année.